Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de biologie qui est la 13e d'une série destinée à tester vos compétences à exploiter des documents de biologie. Dans la précédente vidéo, j'avais abordé les mouvements d'eau à travers la membrane du globule rouge, ce qui m'avait permis de présenter le processus d'osmose. Cette vidéo poursuit l'étude des transferts d'eau à travers la membrane plasmique en abordant cette fois les canaux à eau. Elle s'appuie sur 8 documents qui sont numérotés de 1 à 8 et qui présentent chacun des résultats d'expérience. Cette vidéo est organisée en une succession de 6 questions qui sont numérotées de 57 à 62. Chacune de ces 6 questions est repérable par l'icône suivante qui apparaît ici en haut à gauche de votre écran. Lorsque cette icône est visible, interrompez la lecture de la vidéo afin de prendre le temps nécessaire pour répondre en quelques lignes à la question posée. Chaque question posée sera suivie par sa correction et l'icône suivante qui apparaît ici en bas à droite de votre écran vous signalera alors que vous êtes en train de visionner la partie correction. Les 3 premières questions de cette vidéo s'appuient sur des résultats expérimentaux obtenus par Peter Agre et ses collaborateurs dans les années 1990 à l'Université de médecine de Baltimore aux États-Unis. À partir des globules rouges, cette équipe cherchait à identifier des déterminants moléculaires du groupe Rhesus et ces chercheurs identifièrent dans la membrane du globule rouge une petite protéine jusqu'alors inconnue. L'abondance de cette protéine permit de la purifier et de la séquencer partiellement. L'ADN complémentaire ou ADN-C codant pour cette protéine fut cloné à partir d'une banque de cellules de la lignée érythrocytaire de foie fœtal humain. La protéine membranaire découverte par ces chercheurs n'appartenait alors à aucune famille connue. Comme cette protéine présente des analogies structurales avec certains canaux membranaires, Peter Agre lui donna le nom de CHIP28, le sigle CHIP signifiant Channel Forming Integral Protein, c'est-à-dire protéine intégrée à la membrane et formant des canaux. Et le nombre 28 correspond au poids moléculaire de cette protéine, un poids de 28 kDa. Peter Agre et ses collaborateurs publièrent en 1992 dans la revue Science les résultats expérimentaux qui sont présentés dans les documents 1 à 3 de cette vidéo. Et la question numéro 57 vous demande d'exploiter les résultats des expériences qui sont présentées ici dans ce document numéro 1. Ces expériences sont conduites sur 2 lots d'ovocytes de Xenope. Le premier lot, qui est mentionné ici par le chiffre 1, est constitué par des ovocytes dans lesquels on a micro-injecté des ARN codant la protéine CHIP28. Le second lot servant de témoin et qui est mentionné ici par le chiffre 2 est constitué par des ovocytes dans lesquels on n'a pas micro-injecté d'ARN de CHIP28 mais seulement de l'eau distillée. Ces 2 lots d'ovocytes sont maintenus en vie dans une solution saline isotonique dont l'osmolarité est de 200 milliosmoles par litre. Puis, au temps que j'appellerai le temps T0, ici 0 sur ce graphe, ces 2 lots d'ovocytes sont transférés dans une solution saline hypotonique dont l'osmolarité est de 70 milliosmoles par litre. Tous ces ovocytes sont ensuite observés à différents intervalles de temps après leur transfert dans la solution saline hypotonique. Et les dessins de la partie B de ce document 1 représentent les ovocytes des 2 lots à différents temps après le changement de milieu. La photographie 1 est celle d'un ovocyte du lot numéro 1 observé 3 minutes après le changement de milieu. Et la photographie numéro 2 est celle d'un ovocyte du lot 2 observé 5 minutes après avoir changé le milieu.
Le volume relatif des ovocytes des deux lots est également mesuré au cours du temps après le changement de milieu, ce qui a permis de construire les courbes qui sont présentées ici dans la partie A du document 1. Dans cette question 57, je vous demande d'exploiter l'ensemble de ce document 1 en conduisant votre analyse en 3 temps. Dans un premier temps, vous aborderez les aspects techniques du protocole expérimental ayant conduit à ces résultats. Dans un second temps, vous présenterez les résultats obtenus, puis dans un troisième temps, vous interpréterez ces résultats. Faites donc une pause ici dans la lecture de cette vidéo afin de rédiger votre analyse de document. Puis, quand vous serez satisfait de votre réponse, vous pourrez reprendre la lecture de cette vidéo afin de découvrir la correction qui suit. Dans la question 57, je vous demandais d'exploiter le document 1. Ces travaux ont été menés sur des ovocytes de Xenop et vous deviez démarrer l'exploitation de ce document en abordant les aspects techniques et en présentant notamment le modèle expérimental que constitue l'ovocyte de Xenop. L'espèce très utilisée dans les laboratoires comme organisme modèle est Xenopus laevis ou crapaud à griffes qui est un amphibien de l'ordre des anoras. Les ovocytes de Xenopus laevis sont des cellules de grande taille, ce qui permet par exemple la réalisation de micro-injections d'ARN dans le cytoplasme de ces cellules. L'ovocyte de Xenopus laevis constitue un excellent modèle d'expression hétérologue, c'est-à-dire qu'il est très utile pour permettre l'expression d'une protéine que cette cellule ne produit normalement pas. On peut, par exemple, dans un premier temps, réaliser une transcription in vitro d'un ADN complémentaire, ou ADN-C, ce qui permet l'obtention d'un ARN messager ou ARN-M. Puis, dans un second temps, on va procéder à la micro-injection de cet ARN messager dans le cytoplasme de l'ovocyte de Xenop et cet ovocyte injecté permettra alors la synthèse de la protéine codée par cet ARN messager. C'est ce qui a été réalisé dans l'expérience que vous aviez à commenter. Les ovocytes de Xenop comportent plusieurs avantages par rapport aux lignées cellulaires pour l'expression hétérologue. Ils sont faciles à entretenir, ils ne coûtent pas très cher et on peut en obtenir en très grande quantité en induisant l'ovulation. On va en fait provoquer l'ovulation par l'injection d'hormones gonadotropes chorioniques dans les sacs lymphatiques dorsaux de la femelle, ce qui permet d'obtenir toute l'année de très grandes quantités d'ovocytes. Le diamètre de ces ovocytes est d'environ 1 mm, ce qui facilite leur manipulation et facilite aussi l'injection de substances, par exemple d'ARN messager. Et l'ovocyte de Xenop est capable ensuite de traduire les ARN messagers qu'on lui a injectés, mais aussi d'effectuer les modifications post-traductionnelles permettant l'obtention de protéines fonctionnelles. Notons aussi que la grande taille des ovocytes de Xenopus laevis favorise non seulement leur manipulation et les micro-injections, mais favorise aussi leur observation comme on l'a fait dans les expériences que le document 1 présentait. Après que Peter Agre ait découvert la protéine CHIP28 présente sur la membrane des globules rouges, il décide d'étudier les propriétés de cette protéine en introduisant l'ARN de CHIP28 par micro-injection dans des ovocytes de Xenop, ce qui constitue ici le lot numéro 1 d'ovocytes 1. Les ARN de CHIP28 sont obtenus par une transcription in vitro réalisée à partir de l'ADN complémentaire de CHIP28. Le lot numéro 2, qui constitue le groupe témoin, est composé d'ovocytes dans lesquels on a injecté seulement de l'eau distillée. Les ovocytes des deux lots étaient au départ dans une solution saline isotonique et au temps T0, ils ont été transférés dans une solution saline hypotonique. Les ovocytes des deux lots sont ensuite observés en continu par vidéomicroscopie et
leur volume relatif est mesuré au cours du temps. Le volume relatif des ovocytes qui apparaît sur l'axe des ordonnées de la partie grand A du document 1 est le rapport du volume de l'ovocyte mesuré à un instant donné sur le volume initial de ce même ovocyte mesuré à T0, c'est-à-dire mesuré à l'instant où on a changé le milieu. Sur la partie B du document 1, les dessins représentent la forme et la taille des ovocytes observés en microscopie à différents temps après le changement du milieu. Les deux photos présentées à droite sont celles d'un ovocyte de chacun des deux lots, observées 3 minutes après le moment du transfert pour l'ovocyte du premier lot et 5 minutes après le moment du transfert pour l'ovocyte du second lot. Après avoir abordé le protocole expérimental, vous deviez consacrer le second temps de votre analyse à la présentation de ces résultats expérimentaux. La partie B du document 1 montre que la taille et la forme des ovocytes du second lot, c'est-à-dire du lot témoin, restent inchangées au cours des 3 minutes qui suivent leur transfert en milieu hypotonique. Et la photographie numéro 2 montre que même après 5 minutes, la forme de l'ovocyte est restée la même. Par contre, les ovocytes du lot numéro 1, c'est-à-dire ceux qui ont reçu une injection d'ARN de CHIP28, vont augmenter de taille et ils vont même finir par exploser au bout de 3 minutes, comme on peut le voir sur ce schéma ou comme on peut le voir aussi sur la photographie numéro 1. La partie grand A de ce document 1 confirme ces résultats. Les ovocytes injectés par l'ARN de CHIP28 augmentent de volume au cours du temps qui suit leur transfert en solution hypotonique et on voit ici que leur volume va augmenter de plus de 1,4 fois en seulement 3 minutes. La membrane plasmique de ces ovocytes va finir par rompre au bout de 3 minutes, ce qui est indiqué ici par cette flèche. Par contre, les ovocytes témoins augmentent très peu de volume et ne vont donc pas éclater au bout de 3 ou 5 minutes. Et d'autres expériences qui ne sont pas présentées ici montrent que plus d'une heure après leur transfert en milieu hypotonique, les ovocytes témoins n'éclatent toujours pas. Dans le troisième temps de votre analyse, il s'agissait d'interpréter ces expériences. Nous avons vu dans la précédente vidéo que la membrane plasmique des globules rouges est très perméable à l'eau et que lorsqu'on place des globules rouges dans un milieu hypotonique, ils sont le siège d'un flux net d'eau entrant. Et ce flux d'eau, qu'on appelle l'osmose, peut conduire à un éclatement du globule rouge si la solution extracellulaire est très hypotonique. Ici, les ovocytes témoins, pourtant placés dans une solution très hypotonique, devraient donc être aussi le siège d'un important flux net d'eau entrant qui devrait augmenter leur volume. Or, nous venons de voir que leur volume augmentait très peu. Cela signifie que la membrane plasmique des ovocytes de Xénope est très peu perméable à l'eau. Par contre, les ovocytes exprimant artificiellement la protéine CHIP28 se mettent à gonfler rapidement, donc ils sont le siège d'une importante entrée d'eau par osmose quand on les place dans un milieu très hypotonique. La perméabilité membranaire à l'eau a donc été considérablement accrue par l'expression de CHIP28, si bien qu'au bout de 3 minutes, la membrane plasmique des ovocytes qui expriment CHIP28 ne peut plus résister à l'importante entrée d'eau et c'est ce qui explique que ces ovocytes exprimant CHIP28 finissent rapidement par éclater, exactement comme nous l'avions vu avec l'hémolyse des globules rouges placés dans un milieu très hypotonique. On peut donc penser que CHIP28 est une protéine qui rend la membrane de l'ovocyte perméable à l'eau et comme CHIP28 est fortement exprimée sur la membrane du globule rouge où elle a été découverte, cette protéine CHIP28 pourrait être responsable
de la très forte perméabilité à l'eau qui caractérise la membrane des globules rouges. La question 58 poursuit cette analyse fonctionnelle de la protéine CYP28 en s'appuyant à nouveau sur les travaux de Peter Agre, publiés en 1992 et obtenus sur des ovocytes de Xenop. Dans cette expérience, des ovocytes non injectés par l'ARN de CYP28 ou ayant reçu des quantités variables d'ARN de CYP28 sont transférés 3 jours après l'étape de micro-injection dans un milieu hypotonique et on va calculer alors le coefficient PF de ces ovocytes. Le coefficient PF exprime la perméabilité membranaire à l'eau ou perméabilité osmotique. On mesure aussi sur ces ovocytes la quantité de protéines CYP28 exprimée. Je vous demande dans cette question 58 d'exploiter les résultats expérimentaux présentés sur ce document 2. Interrompez ici la lecture de cette vidéo et prenez le temps de conduire votre analyse en 3 temps, exactement comme je vous avais demandé de le faire dans la question précédente. Puis, quand vous serez satisfait de votre analyse, vous pourrez relancer la lecture de cette vidéo et découvrir le corrigé qui suit. Dans cette question 58, vous deviez exploiter ce document 2 en conduisant votre analyse en 3 temps. Le premier temps de cette analyse est consacré aux aspects techniques. Les ovocytes n'ayant reçu aucune injection d'ARN de CYP28 et qui correspondent à cette première ligne du tableau, ainsi que les ovocytes ayant reçu des doses croissantes d'ARN de CYP28 et qui correspondent aux 4 lignes suivantes de ce tableau, tous ces ovocytes sont transférés 3 jours après l'étape de micro-injection des ARN d'une solution saline isotonique à une solution saline hypotonique comme dans le protocole expérimental présenté dans la question précédente. On mesure alors le coefficient PF de perméabilité osmotique et la quantité de protéines CYP28 exprimée par ces ovocytes. Le coefficient PF est calculé en mesurant le volume d'eau traversant la membrane et en le rapportant par unité de surface membranaire et par unité de temps. Pour évaluer la quantité de protéines CYP28 exprimées sur la membrane des ovocytes, on peut faire appel à la technique du Western immunoblotting en utilisant des anticorps anti-CYP28. Après séparation des protéines membranaires par électrophorèse sur gel de polyacrylamide, on transfère les protéines présentes dans le gel sur une membrane de nitrocellulose qui constitue un support plus facilement manipulable que le gel. Cette étape de transfert, ou de blotting en anglais, se réalise comme pour l'électrophorèse, sous l'influence d'un courant électrique. Pour réaliser cette étape de transfert, la membrane de nitrocellulose est placée face à face avec le gel et un courant électrique est appliqué. Ainsi, les protéines qui sont électriquement chargées migrent depuis le gel vers la membrane de nitrocellulose. On réalise ensuite une immunodétection sur la membrane de nitrocellulose en utilisant ici un anticorps anti-CYP28 reconnu lui-même ensuite par un second anticorps dirigé contre le premier. Sur cette membrane de nitrocellulose, on pourra ainsi non seulement repérer la protéine CYP28, mais mesurer ensuite avec précision la quantité de cette protéine. Cette technique du Western immunoblotting a ainsi été utilisée pour connaître le nombre de copies de la protéine CYP28 exprimée dans les différents ovocytes de Xenop. Le second temps de votre analyse devait être consacré à la présentation de ces résultats. Les ovocytes n'ayant pas reçu d'ARN de CYP28 n'expriment pas cette protéine sur leur membrane, ce qui montre que cette protéine n'est pas naturellement exprimée dans un ovocyte de Xenop. Le coefficient de perméabilité osmotique de ces ovocytes témoins a ici une valeur minimale pour l'ensemble
des valeurs présentées dans ce tableau, ce qui confirme la faible perméabilité à l'eau de leur membrane. Par contre, l'injection d'ARN de Chyp28 dans les ovocytes va augmenter de façon significative le coefficient de perméabilité osmotique de leur membrane. Et on peut noter que lorsque la quantité d'ARN de Chyp28 injecté est augmentée, deux autres paramètres augmentent aussi de façon significative. La quantité de protéines Chyp28 exprimée sur la membrane de l'ovocyte et le coefficient de perméabilité osmotique. En comparant la première et la dernière ligne de ce tableau, on constate que les doses maximales d'ARN de Chyp28 injectées ici conduisent à augmenter de plus de 15 fois la perméabilité osmotique initiale qui avait été mesurée sur des ovocytes témoins. Le troisième temps de cette analyse permettait d'interpréter ces données expérimentales. Ainsi, plus on injecte une quantité importante d'ARN de Chyp28 dans l'ovocyte, plus cet ovocyte exprime la protéine Chyp28 sur sa membrane et plus sa membrane devient perméable à l'eau. Chyp28 est sans doute une protéine qui permet un déplacement massif de l'eau à travers la membrane plasmique lorsque cette membrane est soumise, comme ici, à un gradient osmotique. Et comme la protéine Chyp28 a une structure qui s'apparente à celle de certains canaux membranaires, on peut penser que cette protéine est un canal à eau permettant le passage massif de l'eau à travers la membrane plasmique. Il est également possible que Chyp28 soit non pas lui-même un canal à eau, mais un activateur de canal à eau sans lequel les canaux à eau ne pourraient fonctionner. Et pour trancher entre ces deux hypothèses, on pourrait étudier la perméabilité osmotique de liposomes dans la membrane desquels on aurait introduit au préalable des protéines Chyp28 purifiées, et nous reviendrons sur ce type d'expérience dans une autre question de cette vidéo. La question 59 s'appuie à nouveau sur des résultats obtenus par Peter Agre, publiés en 1992 et conduite toujours sur des ovocytes de Xénope. On reprend ici les deux lots d'ovocytes présentés dans la question 57, c'est-à-dire d'une part des ovocytes n'ayant pas reçu d'injection d'ARN de Chyp28, mais seulement d'eau distillée, et d'autre part des ovocytes ayant reçu ici une injection de 10 nanogrammes de Chyp28. Puis, 3 jours après l'étape de micro-injection, on transfère ces ovocytes dans une solution saline hypotonique. Certains de ces ovocytes sont placés dans une solution hypotonique contenant 0,3 ou 3 millimoles par litre d'HgCl2, c'est-à-dire de chlorure de mercure. Je vous demande, dans cette question 59, d'exploiter les résultats expérimentaux présentés sur ce document 3. Interrompez ici la lecture de cette vidéo pour prendre le temps de répondre à cette question. Les éléments techniques liés à ce document ayant déjà été évoqués dans les deux questions précédentes, vous vous contenterez d'une analyse en deux temps avec, dans un premier temps, une présentation de ces résultats, puis dans un second temps, l'interprétation de ces résultats. Lorsque vous serez satisfait de votre réponse, vous pourrez relancer cette vidéo et découvrir la correction de cette question 59. Voici le corrigé de la question 59 dans laquelle je vous demandais d'exploiter ce document 3. Présentons dans un premier temps les résultats obtenus. On constate ici que le coefficient de perméabilité osmotique est minimal pour les ovocytes témoins n'ayant pas reçu d'injection d'ARN de Chyp28 et que pour de tels ovocytes témoins, l'addition dans le milieu de chlorure de mercure à 0,3 mmol par litre ne modifie pas significativement le coefficient de perméabilité osmotique. Par contre, le coefficient
de perméabilité osmotique des ovocytes qui ont reçu au préalable une injection d'ARN de CYP28 est significativement augmentée. Cette augmentation de la perméabilité osmotique liée à l'injection d'ARN de CYP28 est moindre si ces ovocytes sont placés dans une solution contenant 0,3 mmol par litre de chlorure de mercure. Et des doses plus fortes encore de chlorure de mercure, c'est-à-dire ici des doses de 3 mmol par litre de chlorure de mercure, neutralisent presque complètement l'effet de l'injection d'ARN de CYP28, si bien que dans ce cas, les ovocytes traités avec ces fortes doses de chlorure de mercure retrouvent une perméabilité osmotique qui est proche de celle des ovocytes témoins. Présentons dans un second temps l'interprétation de ces expériences. La membrane des ovocytes témoins présente une faible perméabilité osmotique que le chlorure de mercure ne modifie pas. L'expression de CYP28 sur la membrane plasmique des ovocytes injectés les rend, par contre, fortement perméables à l'eau, exactement comme nous l'avions vu dans la question précédente, mais nous découvrons ici que cet effet est levé par le chlorure de mercure. Il faut savoir que les cystéines sont des acides aminés constitutifs des protéines et dont la chaîne latérale contient du soufre. Le mercure est un élément toxique pour nos cellules et cette toxicité est notamment liée à la grande affinité que présente le mercure pour le soufre des cystéines, ce qui entraîne alors le blocage des fonctions SH des protéines, ce qui va par exemple altérer l'activité d'enzymes ou de protéines membranaires. Comme le mercure réduit la perméabilité osmotique des ovocytes exprimant CYP28, le mercure doit donc inhiber des protéines membranaires qui sont impliquées dans l'écoulement massif d'eau à travers la membrane. CYP28 pourrait donc être un canal à eau dont le fonctionnement est bloqué par le mercure. Mais on peut imaginer aussi une autre hypothèse, on peut imaginer que CYP28 fonctionne non pas comme un canal hydrique par lui-même, mais comme un activateur d'un canal à eau, activateur qui serait nécessaire au fonctionnement des canaux à eau, et activateur qui serait bloqué par le mercure. Et nous allons tenter de déterminer avec la question suivante laquelle de ces deux hypothèses est exacte. Dans la question 60, je vous demande d'exploiter le document 4 qui présente les résultats d'une expérience réalisée par une autre équipe de recherche qui étudiait, comme celle de Peter Agre, la fonction des protéines CYP28, mais en utilisant cette fois non plus des ovocytes de Xenope, mais des liposomes. Cette expérience a consisté à produire des protéoliposomes CYP28 qui sont des liposomes unilamellaires dans lesquels ont été insérées les protéines CYP28 purifiées. Ces protéoliposomes sont rapidement transférés à un instant donné d'un milieu isotonique à un milieu dont l'osmolarité est supérieure de 20% à celle du milieu d'origine. Et on va déterminer alors leur coefficient PF, qui est le coefficient de perméabilité membranaire à l'eau. La même expérience est réalisée avec des liposomes témoins ne contenant pas la protéine CYP28. Exploitez les résultats expérimentaux présentés dans ce tableau. Dans le premier temps de votre analyse, vous aborderez les aspects techniques liés à cette expérience. Dans un second temps, vous présenterez les résultats obtenus et dans un troisième temps, vous interpréterez ces résultats. Interrompez ici la lecture de la vidéo et prenez le temps de rédiger en quelques lignes les trois parties de l'analyse
de ce document 4. Puis, lorsque vous serez satisfait de votre réponse, relancez la lecture de cette vidéo pour découvrir le corrigé qui suit. Dans la question 60, je vous demandais d'exploiter ce document 4. Dans le premier temps de votre analyse, vous deviez aborder les aspects techniques liés à cette expérience, c'est-à-dire évoquer ce que sont les liposomes et notamment comment on obtient des liposomes, et vous deviez aussi présenter ce que sont les protéoliposomes. Les liposomes sont des vésicules sphériques, représentées ici, constituées d'une, comme ici, ou de plusieurs, comme ici, bicouches lipidiques. Leur taille varie de 20 nanomètres à plusieurs micromètres. Rappelons que les phospholipides qui composent les membranes de nos cellules sont des molécules amphiphiles, c'est-à-dire des molécules qui ont à la fois une partie hydrophile qui aime l'eau et une partie hydrophobe qui est au contraire repoussée par l'eau. Et les phospholipides ont en effet une tête polaire hydrophile qui est représentée ici en vert, qui présente donc une affinité pour l'eau, et une queue apolaire hydrophobe qui est représentée ici en beige et qui est au contraire repoussée par l'eau. En milieu aqueux, l'organisation la plus stable est celle qui permet de minimiser les interactions entre les composantes hydrophobes et les molécules d'eau. Les phospholipides s'organisent ainsi le plus souvent en bicouches avec les queues hydrophobes situées au centre de la bicouche et les têtes polaires hydrophiles exposées au milieu aqueux. Cette structure est refermée sur elle-même en une vésicule qui isole un compartiment interne aqueux. Dans l'eau, les phospholipides vont donc pouvoir ainsi former spontanément des liposomes. La méthode la plus simple pour obtenir des liposomes consiste à évaporer le solvant organique dans lequel sont dissous les phospholipides, puis à les remettre en suspension par simple agitation dans un solvant aqueux. Cette méthode conduit en fait à la formation de liposomes multilamellaires qui sont constitués par plusieurs bicouches lipidiques closes, concentriques, séparées les unes des autres par des couches d'eau qui sont représentées ici en bleu clair. Un des inconvénients de ces liposomes multilamellaires est qu'ils présentent une grande hétérogénéité dans leur taille. Un traitement physique doit leur être appliqué pour les transformer en liposomes unilamellaires de taille homogène formés d'une seule couche lipidique entourant un milieu aqueux. Suivant le traitement appliqué, ces liposomes unilamellaires peuvent être de petite ou de grande taille. Par exemple, les liposomes unilamellaires de petite taille s'obtiennent le plus fréquemment en soumettant une suspension de liposomes multilamellaires à des ultrasons. Mais on peut aussi préparer des liposomes unilamellaires de grande taille en soumettant la solution de liposomes multilamellaires à des cycles de congélation, décongélation, ce qui fragilise la membrane et permet de reconstruire des grands liposomes unilamellaires. À partir des liposomes unilamellaires, il est possible de préparer des protéoliposomes. Les protéoliposomes sont des liposomes dans lesquels une protéine membranaire, qui est représentée ici en mauve, purifiée au préalable, a été insérée. Ces protéoliposomes permettent d'aborder l'étude fonctionnelle d'une protéine membranaire purifiée dans son contexte lipidique. Les protéoliposomes peuvent être obtenus en synthétisant les protéines membranaires in vitro à l'aide d'un système acellulaire et en présence de vésicules lipidiques qui sont ajoutées au milieu réactionnel. Les produits directement obtenus à l'issue de ce procédé sont donc des protéoliposomes contenant des protéines membranaires se présentant sous leur forme native et active. Il est également possible de produire et d'intégrer simultanément
plusieurs protéines membranaires recombinantes de nature différente dans la membrane d'un même protéoliposome. Dans le second temps de votre analyse, vous deviez présenter les résultats de cette expérience qui a été conduite sur des liposomes et sur des protéoliposomes. Dans cette expérience, les liposomes et les protoliposomes ont été placés dans un milieu hypertonique et par conséquent, ils vont perdre de l'eau par osmose. La mesure de ce flux net d'eau sortant qui va les affecter permet de déterminer leur coefficient de perméabilité osmotique. Ce document 4 montre que le coefficient de perméabilité membranaire à l'eau des protéoliposomes est très supérieur à celui des liposomes témoins, cette différence étant significative. Le troisième temps de votre analyse devait être consacré à l'interprétation de ces résultats. La perméabilité des liposomes à l'eau est faible car elle correspond seulement au passage de l'eau à travers la bicouche lipidique. L'eau peut en effet traverser la bicouche lipidique par simple diffusion entre les lipides membranaires. Mais comme l'eau est une molécule polaire, on devrait s'attendre à ce qu'elle soit repoussée par les queues hydrophobes, c'est-à-dire les queues apolaires, des phospholipides constitutifs de cette bicouche. Et une des hypothèses pour expliquer ce phénomène est l'existence de mouvements aléatoires des phospholipides membranaires qui ouvrent ainsi de petites brèches entre leurs queues hydrophobes, permettant aux petites molécules d'eau de se frayer un chemin entre les queues des phospholipides membranaires et permettant ainsi à l'eau de traverser la bicouche lipidique. Mais cette diffusion d'eau à travers la bicouche reste lente et peu importante d'un point de vue quantitatif, comme c'est le cas par exemple ici pour la membrane des liposomes ou pour la membrane de l'ovocyte de Xénope, même si ces membranes sont placées dans des conditions où existe un gradient osmotique. Comme la perméabilité à l'eau de la membrane des protéoliposomes contenant CYP28 est très fortement augmentée par rapport à celle des liposomes, on peut en déduire que c'est la protéine insérée dans ces protéoliposomes qui en augmente la perméabilité à l'eau. La protéine CYP28 favorise donc le transport d'eau à travers la membrane et on peut en conclure que la protéine CYP28 constitue elle-même l'unité fonctionnelle d'un canal hydrique et non pas simplement un activateur de canal à eau comme nous en avions fait aussi l'hypothèse tout à l'heure. Un écoulement rapide et massif de l'eau à travers la membrane peut donc se produire dans les conditions d'existence d'un gradient osmotique si cette membrane contient des protéines servant de canaux à eau telles que la protéine CYP28. C'est donc la présence de CYP28 qui est directement responsable de la forte perméabilité membranaire à l'eau de ces protéoliposomes. CYP28 est également responsable de la forte perméabilité membranaire à l'eau des ovocytes exprimant artificiellement CYP28, mais aussi des globules rouges exprimant naturellement CYP28. Passons maintenant à la question numéro 61, dans laquelle je vous demande d'exploiter les documents 5 et document 6, puis de présenter les protéines qui sont impliquées dans les transferts d'eau à travers la membrane. L'ADN complémentaire de CYP28 a pu être caractérisé. Il est constitué par 807 paires de bases et il code pour une protéine de 269 acides aminés dont la séquence peut être déduite par utilisation du code génétique. Le profil d'hydrophobicité de CYP28 est présenté sur le document 6. Les chiffres sur l'axe des abscisses indiquent la position des différents acides aminés dans la protéine CYP28 en partant de l'extrémité N-terminale de cette protéine qui est située ici à gauche jusqu'à son extrémité C-terminale qui est située ici à droite.
Le document 5 présente l'échelle d'hydrophobicité de Kite et Doolittle. L'exploitation de ces documents sera menée en 4 parties. Dans une première partie, vous utiliserez ces 2 documents pour aborder les aspects techniques nécessaires à l'interprétation du document 6. Dans une seconde partie, vous décrirez ce document 6, puis dans une troisième partie, vous l'interpréterez. La quatrième partie sera un temps de synthèse où vous présenterez vos connaissances sur les protéines impliquées dans les transferts d'eau à travers la membrane. Interrompez ici la lecture de cette vidéo et prenez le temps de construire votre réponse en 4 parties. Puis, quand vous aurez terminé votre travail, vous relancerez la lecture de la vidéo afin de découvrir le corrigé de cette question 61. Dans la question 61, vous deviez exploiter les documents 5 et 6 en abordant dans un premier temps les aspects techniques. Le document 5 présente la valeur de l'indice d'hydrophobie des acides aminés. Il fallait donc expliquer ce que signifie le terme d'indice d'hydrophobie, qu'on appelle aussi l'index d'hydrophobie. Le calcul de l'indice d'hydrophobie d'un acide aminé est basé sur l'énergie mise en jeu lors du transfert de cet acide aminé d'un solvant organique vers l'eau. Une valeur positive de cet indice indique qu'il faut de l'énergie pour permettre le transfert de l'acide aminé dans l'eau. Cet indice est positif pour les acides aminés hydrophobes et cet indice sera d'autant plus élevé que l'acide aminé est hydrophobe. Le document 5 présente l'échelle d'hydrophobicité de Kite et Doolittle où sont donnés les indices d'hydrophobie des différents acides aminés constitutifs des protéines. Dans cette échelle d'hydrophobicité, on assigne plus 4,5 à l'acide aminé le plus hydrophobe, qui est l'isoleucine. L'indice d'hydrophobie sera au contraire négatif pour les acides aminés hydrophiles. Dans cette échelle d'hydrophobicité, on assigne moins 4,5 à l'acide aminé qui est le plus hydrophile et qui est l'arginine. Dans cette échelle, plus on va vers le haut et plus l'acide aminé est hydrophobe. Dans cette première partie consacrée à la technique, il fallait également expliquer ce qu'est un profil d'hydrophobicité. Les techniques du génie génétique permettent actuellement de déterminer la séquence d'une protéine, que cette protéine ait été isolée ou non. Ayant déterminé cette séquence, on peut utiliser l'échelle de Kite et Doolittle pour attribuer à chacun des acides aminés de la séquence protéique la valeur de son indice d'hydrophobicité. On peut ainsi construire, comme on le voit sur le document 6, le profil d'hydrophobicité d'une protéine telle que la protéine CHIP28. Le profil d'hydrophobicité d'une protéine est donc une représentation graphique où l'axe des abscisses présente la séquence, c'est-à-dire la succession linéaire des acides aminés constitutifs de cette protéine, et où l'axe des ordonnées présente la valeur des indices d'hydrophobie de chaque acide aminé. Ainsi, le profil d'hydrophobicité d'une protéine membranaire va permettre de prédire le positionnement de cette protéine au sein de la membrane. Les régions hydrophiles de cette protéine seront extramembranaires, tandis que les régions hydrophobes seront intramembranaires. Compte tenu de l'épaisseur de la membrane cellulaire, une hélice alpha hydrophobe qui correspond à un segment transmembranaire de la protéine est constituée en principe d'au moins 20 acides aminés hydrophobes successifs, c'est-à-dire d'acides aminés dont les indices d'hydrophobie sont positifs dans l'échelle de Kite et Doolittle. Dans un second temps, il fallait à partir du document 6 présenter le profil d'hydrophobicité de la protéine CHIP28. Dans le profil d'hydrophobicité de cette protéine, sur les 269 acides aminés
que contient la séquence de CYP28, on peut repérer l'existence de 6 domaines continus contenant chacun au moins 20 acides aminés successifs qui ont tous un indice d'hydrophobicité positif dans l'échelle de Kite et Doolittle. Ces 6 domaines, numérotés de 1 à 6, apparaissent ici sur le profil d'hydrophobicité de la protéine CYP28. Dans un troisième temps, il fallait interpréter ce document 6. On peut déduire de ce profil d'hydrophobicité que la protéine CYP28 est une protéine membranaire intrinsèque ou transmembranaire, c'est-à-dire une protéine qui est intégrée à la membrane et qui présente de façon plus précise 6 domaines transmembranaires qui sont numérotés ici de 1 à 6. Ces 6 domaines constituent en fait chacun une hélice alpha hydrophobe d'insertion à la membrane. Et puisque la protéine CYP28 présente plusieurs segments transmembranaires, on dira que cette protéine est polytopique. Dans un quatrième temps de synthèse, vous deviez faire appel à vos connaissances pour présenter les protéines qui sont impliquées dans les transferts d'eau à travers la membrane. La protéine CYP28, découverte par l'équipe de Peter Agre, constitue donc une protéine transmembranaire qui constitue une sorte de pore, de canal hydrique permettant à l'eau d'entrer et de sortir rapidement des globules rouges. Ainsi, Peter Agre a identifié le premier canal à eau et la protéine CYP28 qu'il a découverte a pris alors le nom d'aquaporine et plus précisément d'aquaporine 1 ou AQP car ce fut la première aquaporine à être identifiée. Peter Agre a obtenu en 2003 le prix Nobel de chimie récompensant sa découverte des aquaporines. De nombreux autres laboratoires à travers le monde se sont lancés à la recherche de ces canaux à eau, ce qui a permis d'identifier des centaines d'aquaporines différentes dans toutes sortes de tissus, de mammifères, de vertébrés non mammaliens, d'invertébrés, de plantes, mais également dans les bactéries. Et toutes ces protéines constituent les membres de la superfamille des aquaporines. Chez les mammifères, le nombre d'aquaporines identifiées n'a cessé d'augmenter depuis la découverte de l'aquaporine 1. On voit sur ce tableau que les différentes aquaporines de mammifères identifiées à ce jour sont des protéines dont le poids moléculaire est compris entre 26 et 35 kDa et dont le nombre d'acides aminés se situe entre 260 et 340. L'aquaporine 1 est exprimée dans de très nombreux tissus chez les mammifères et elle est présente notamment en grande quantité sur la membrane des globules rouges, ce qui rend cette membrane très perméable à l'eau. Mais l'aquaporine 1 est présente aussi sur la membrane d'autres types cellulaires très perméables à l'eau, comme par exemple sur certaines cellules du rein. Le rein contient en fait différentes aquaporines et nous y reviendrons dans la dernière question de cette vidéo. Notons que l'aquaporine 0 a été découverte 10 ans avant l'aquaporine 1, mais elle était alors appelée la protéine MIP26. Elle a été en fait isolée et clonée après l'aquaporine 1 et sa fonction de canal hydrique n'a été découverte que quelques années après celle de l'aquaporine 1. MIP26 a été alors rebaptisée aquaporine 0 pour souligner l'antériorité de sa découverte par rapport à l'aquaporine 1. Cette aquaporine 0 est présente dans l'œil et plus précisément, elle est présente dans le cristallin. Certaines aquaporines, telles que les aquaporines 1, 2 et 3,
sont inhibés par les sels de mercure, ce qui explique que le chlorure de mercure réduise la perméabilité à l'eau des ovocytes de Xénope exprimant artificiellement l'aquaporine 1, et il a été montré également que le chlorure de mercure réduisait la perméabilité à l'eau des globules rouges, puisque ces globules rouges expriment l'aquaporine 1 et que cette aquaporine 1 est sensible au mercure. Notons aussi que certaines aquaporines transportent seulement de l'eau, comme c'est le cas de l'aquaporine 1, mais certaines aquaporines, telles que les aquaporines 3, 7, 9 et 10, sont des aquaglycéroporines qui transportent non seulement de l'eau, mais aussi d'autres petites molécules comme le glycérol ou l'urée. De plus, toutes les aquaporines n'ont pas la même efficacité dans leur fonction de transfert de l'eau. Les aquaporines sont assemblées en tétramères et la structure d'un monomère d'aquaporine est présentée ici. Chaque monomère est une séquence d'environ 300 acides aminés et les extrémités NH2 et COH terminales sont présentes du côté du cytoplasme. Chaque monomère forme un canal à eau. Un monomère d'aquaporine est constitué par 6 segments transmembranaires qui sont numérotés ici de 1 à 6 et chacun de ces segments est une hélice alpha hydrophobe. Ces 6 segments transmembranaires sont séparés les uns des autres par 5 boucles qu'on appelle les boucles A à E. La boucle B, située entre les hélices alpha 2 et 3, et la boucle E, située entre les hélices alpha 5 et 6, contiennent chacune un motif NPA qui est composé par 3 acides aminés spécifiques, une asparagine, une proline et une alanine. Et ce motif NPA est caractéristique de l'appartenance à la famille des aquaporines. Le schéma de gauche ainsi que le schéma en haut à droite présentent l'arrangement spatial au sein d'un monomère d'aquaporine. Les deux boucles appelées B et E d'un monomère vont pénétrer chacune la bicouche lipidique, ce qui va rapprocher les motifs NPA que ces deux boucles contiennent. Ainsi se forme dans la membrane un pore qui est centré par ces deux motifs NPA. Les deux boucles B et E interagissent en fait pour former une 7e hélice qui crée dans ce canal un étranglement de 0,3 nanomètres de diamètre qui va constituer le pore et dont la forme générale rappelle finalement un peu la forme d'un sablier. La perméabilité à l'eau de ce pore est déterminée en partie par les asparagines 76 et 192 qui sont représentés ici par les deux ronds orange et qui entrent dans la composition des motifs NPA. La perméabilité à l'eau des aquaporines peut être modifiée par le pH qui va provoquer des modifications de charge dans l'aquaporine. Les histidines des boucles extracellulaires A et C, qui sont représentées ici par un rond jaune et par un rond bleu, vont jouer un rôle important dans la sensibilité des aquaporines au pH et notamment au pH alcalin. Rappelons aussi que les cystéines sont des acides aminés qui contiennent dans leur chaîne latérale un atome de soufre. Et la cystéine 189, qui est présente dans la boucle E et qui est présentée ici par un rond vert, est le site responsable de l'inhibition de certaines aquaporines par le mercure. Notons que toutes les aquaporines ne sont pas inhibées par le mercure, ainsi l'aquaporine 4, qui est dépourvue de cette cystéine, est insensible au mercure. Rappelons aussi que le pore des aquaglycéroporines peut laisser passer d'autres petites molécules que l'eau, telles que le glycérol ou l'urée.
Dans la membrane cellulaire, les monomères d'aquaporine vont s'organiser en homotétramères, c'est-à-dire que 4 monomères identiques vont s'assembler de manière relativement stable pour former un complexe de 4 aquaporines tel que celui qui est représenté ici en bas à droite en vue de profil ou en vue de face. Et c'est sous cette forme d'homotétramère que les aquaporines sont actives dans la membrane. Notez bien que c'est chaque monomère d'aquaporine, et non pas la partie centrale d'un tétramère, qui ménage en son centre un pore permettant le passage de l'eau à travers la membrane. Ainsi, un homotétramère d'aquaporine comporte 4 pores à queue indépendants. Dans la membrane d'une cellule, les aquaporines forment donc en réalité un complexe de 4 aquaporines liées les unes aux autres, et au sein d'un tétramère, chaque aquaporine va fonctionner comme un canal indépendant. Nous avons vu que l'eau pouvait diffuser à travers une bicouche lipidique, mais le flux d'eau à travers la bicouche est alors lent et il n'est pas soumis à des régulations physiologiques. Par contre, lorsqu'il existe un gradient osmotique de part et d'autre de la membrane et que cette membrane contient des aquaporines, le passage de l'eau à travers ces canaux à eau va permettre alors un écoulement massif de l'eau rapide et qui peut être soumis à des régulations physiologiques. Les études conduites sur les aquaporines montrent qu'en moyenne, le débit d'eau qui franchit la membrane à travers chaque monomère est d'environ 1 milliard de molécules d'eau par seconde. Et ce passage de l'eau par les aquaporines est très sélectif. Ainsi, les protons, c'est-à-dire les ions H+, dont le diamètre est pourtant inférieur à celui d'une molécule d'eau, ne peuvent y passer. Si le canal à eau est sélectif, c'est d'abord à cause de l'étranglement qu'il forme dans sa partie centrale et qui va permettre seulement le passage de l'eau et de certains solutés pour les aquaglycéroporines. Rappelez-vous qu'une molécule d'eau, c'est-à-dire H2O, est constituée par 2 atomes d'hydrogène qui sont représentés ici en blanc, liés chacun à un unique atome d'oxygène qui est représenté ici en rouge. Les molécules d'eau établissent entre elles des liaisons hydrogènes qui tiennent plus de l'attraction que de la liaison à proprement parler. L'atome d'oxygène d'une molécule d'eau est légèrement négatif, ce qui est représenté ici par delta-, et il attire les atomes d'hydrogène qui sont légèrement positifs, ce qui est indiqué par delta+, atomes d'hydrogène qui appartiennent à d'autres molécules d'eau voisines, ce qui va permettre l'établissement entre molécules d'eau proches de liaisons qu'on appelle des liaisons hydrogènes. Ainsi, lorsque les molécules d'eau vont entrer dans l'entonnoir du pore de l'aquaporine et qu'elles vont donc se rapprocher les unes des autres, elles vont se trouver progressivement alignées par l'établissement de liaisons hydrogènes. Rappelons que le pore a une forme de sablier, c'est-à-dire qu'il se rétrécit dans sa partie centrale. Donc, quand les molécules d'eau atteignent la zone la plus étranglée du pore, c'est en quelque sorte en file indienne que les molécules d'eau vont s'engouffrer à l'intérieur, leur atome d'oxygène étant orienté vers l'avant. Ce sont des forces électrostatiques faibles qui résultent de la configuration interne du pore qui vont permettre ainsi de positionner chaque molécule d'eau, leur atome d'oxygène, se trouvant alors tourné vers l'avant. Et lorsque les molécules d'eau parviennent au centre du pore, elles sont individuellement happées par l'attraction chimique de certains acides aminés qui tapissent l'intérieur de ce canal. L'interaction avec les 2 asparagines des motifs NPA de la zone d'étranglement du pore, c'est-à-dire les asparagines 76 et 192, va faire effectuer à chaque molécule d'eau une véritable pirouette sur elle-même
Et ce retournement brutal de la molécule d'eau va casser pour un instant la liaison hydrogène qui l'unissait à sa voisine, ce qui isole cette molécule d'eau de la file des autres molécules d'eau et la pousse vers la sortie du pore avec cette fois ces atomes d'hydrogène situés vers l'avant. Seules les molécules d'eau et certains solutés peuvent ainsi franchir ce type de porte. Les aquaporines laissent ainsi passer l'eau, mais elles vont aussi en même temps empêcher le passage des protons. En temps normal, ces protons utilisent en effet la surface des molécules d'eau pour se déplacer. Une file de molécules d'eau constitue ce que l'on appelle un sentier à protons et ce sentier permet aux protons de se déplacer d'une molécule d'eau à l'autre. Mais si ce sentier est interrompu, les protons ne pourront plus avancer et ils vont donc rebrousser chemin. C'est exactement ce qui se produit dans la zone d'étranglement du pore, car en exécutant leur petite pirouette, les molécules d'eau rompent le sentier à protons, si bien que les protons repartent en arrière alors que les molécules d'eau poursuivent leur chemin vers l'avant. Dans la question 62, qui est aussi la dernière de cette vidéo, je vous demande d'exploiter les documents 7 et 8 qui concernent une étude où les effets de l'AVP sur les canaux collecteurs de mammifères ont été étudiés. Interrompez la lecture de cette vidéo pour avoir le temps de répondre à cette question. Et vous conduirez votre analyse de ces documents en 4 parties. Dans un premier temps, vous aborderez les aspects anatomiques et techniques nécessaires à la compréhension de ces deux documents. Puis, dans un second temps, vous présenterez les résultats de ces expériences. Dans un troisième temps, vous interpréterez ces résultats. Puis, dans le quatrième et dernier temps, qui est un temps de synthèse, vous mobiliserez vos connaissances afin de présenter le mode d'action de l'AVP sur le canal collecteur des mammifères. Quand vous serez satisfait de votre réponse en 4 parties, vous relancerez la lecture de cette vidéo afin de découvrir le corrigé qui suit. La question 62 vous demandait d'exploiter en 4 parties les documents 7 et 8 et en voici la correction. Le premier temps était consacré aux aspects anatomiques et techniques. Les résultats expérimentaux présentés sur ces deux documents ont été obtenus sur des canaux collecteurs de reins de mammifères et il fallait donc rappeler la localisation de ces canaux collecteurs. Dans la partie corticale du rein, chaque canal collecteur reçoit les tubules contournés distaux d'une dizaine de néphrons différents et, comme son nom l'indique, un canal collecteur va donc collecter l'urine produite par plusieurs néphrons. Les canaux collecteurs, d'abord corticaux, vont se prolonger ensuite dans la médulla rénale. Au niveau des papilles rénales de la médulla interne, plusieurs tubes collecteurs vont fusionner pour former un canal papillaire par lequel l'urine est émise dans le bassinet pour passer ensuite dans l'urétère qui conduira l'urine à l'organe de stockage qu'est la vessie. Les cellules les plus abondantes qui composent l'épithélium des canaux collecteurs du rein sont appelées les cellules principales. Les résultats expérimentaux présentés dans le document 7 ont été obtenus sur des canaux collecteurs isolés du rein de lapin. L'isolement des tubules rénaux peut se faire par microdissection et il nécessite par exemple une dissociation enzymatique qui consiste à faire incuber un homogénat rénal en présence de collagénase et en le soumettant à une agitation. On va mesurer ensuite la perméabilité à l'eau de ces canaux collecteurs isolés, d'abord
en l'absence d'arginine vasopressine ou AVP, puis lorsqu'on rajoute de l'AVP. Pour obtenir le document 8, on a réalisé un immunomarquage de l'aquaporine 2 sur des coupes transversales de canaux collecteurs de rats, coupes qui sont observées ensuite en microscopie électronique à transmission. Il s'agit donc ici d'une technique d'immunocytochimie. La réalisation d'une immunodétection en microscopie électronique nécessite une préparation spécifique distincte de celle qui est utilisée classiquement pour la microscopie ultrastructurale afin de ne pas dénaturer les déterminants antigéniques que l'on veut repérer. Les techniques d'immunomarquage permettent de localiser un antigène sur une coupe de tissu et on doit donc réaliser une étape de détection de l'antigène en utilisant un anticorps spécifique reconnaissant cet antigène. Cette expérience a donc nécessité de traiter les coupes transversales de canaux collecteurs de reins de rats avec un anticorps anti-aquaporine 2. L'anticorps utilisé doit être marqué pour qu'on puisse repérer sur la coupe les zones où l'anticorps s'est fixé à l'antigène. Le marquage de l'anticorps peut être réalisé par un fluorochrome ou par une enzyme dont on peut révéler l'activité ou encore par un radioisotope, comme c'est le cas donc dans le cas de l'immunomarquage. Pour l'immunomarquage, on emploie généralement une technique de marquage dite indirecte, c'est-à-dire qu'on traite d'abord la préparation avec un premier anticorps qui reconnaît le déterminant antigénique, puis avec un second anticorps marqué qui se fixe au premier anticorps. Sur les parties A et B du document 8, la membrane qui est visible ici et ici est la membrane apicale de la cellule principale du canal collecteur de rats. Et les marquages spécifiques sont indiqués par des flèches. Les canaux collecteurs observés en A proviennent de rats qui n'ont pas reçu de traitement préalable à l'AVP, c'est-à-dire qui n'ont pas reçu d'injection d'AVP, alors que ceux qui sont observés en B proviennent de rats qui ont reçu des injections préalables d'AVP. Le second temps de votre analyse devait être consacré à la présentation des résultats obtenus dans ces deux expériences. Le document 7 montre que le canal collecteur est au départ imperméable à l'eau, mais l'addition d'AVP va provoquer rapidement une très forte perméabilité à l'eau de ce canal. Donc l'AVP rend le canal collecteur très perméable à l'eau. La partie A du document 8 montre que sans traitement préalable à l'AVP, les aquaporines 2 sont localisées à l'intérieur des cellules principales du canal collecteur et plus précisément sur la membrane de vésicules qu'on appelle aussi des endosomes. Et la partie B du document 8 montre que avec un traitement préalable à l'AVP, les aquaporines ont changé de localisation puisqu'elles sont maintenant localisées sur la membrane apicale des cellules principales du canal collecteur. La troisième partie de votre analyse devait être consacrée à l'interprétation des résultats présentés sur ces deux documents. L'AVP a donc pour effet rapide de stimuler l'incorporation d'endosomes à aquaporines sur la membrane apicale des cellules principales du canal collecteur, ce qui va rendre ce canal très perméable à l'eau. Et comme le canal collecteur est exposé dans la médulla rénale à la forte osmolarité du liquide interstitiel, il s'ensuit une importante réabsorption d'eau par le canal collecteur, ce qui permet de concentrer l'urine et de diminuer les pertes d'eau urinaire en ramenant de l'eau de l'urine
vers le sang. L'AVP diminue donc le volume d'urine émise, c'est-à-dire diminue la diurèse. Et on appelle donc aussi cette hormone l'ADH pour hormone antidiurétique. Et comme cette hormone exerce aussi à dose importante un certain effet vasoconstricteur, on l'appelle aussi la vasopressine ou encore l'arginine vasopressine. Dans la quatrième partie de votre réponse, vous deviez présenter le mode d'action de l'ADH sur les cellules principales du canal collecteur du rein des mammifères. L'ADH est une hormone peptidique constituée de 9 acides aminés, dont une arginine en position 8 qui explique le nom d'arginine vasopressine qu'on donne aussi à cette hormone. L'ADH est synthétisé par des neurones à axones longs qui sont situés dans l'hypothalamus et l'ADH constitue donc une neurohormone, une hormone qui est fabriquée par des neurones. L'ADH est ensuite libéré dans la circulation générale par la neurohypophyse qui contient les terminaisons de ces neurones hypothalamiques sécréteurs. L'ADH est sécrété principalement en réponse à une hyperosmolarité du plasma détectée par des osmorécepteurs de l'hypothalamus ou en réponse à une hypovolémie ou à une hypotension artérielle qui sont détectés par des barorécepteurs situés dans le système cardiovasculaire. Sur ces cellules cibles, l'AVP ou ADH peut agir sur deux types de récepteurs, les récepteurs V1, récepteurs de la vasopressine de type 1, et les récepteurs V2, récepteurs de la vasopressine de type 2. Les récepteurs V1 sont présents au niveau vasculaire et ils confèrent à l'ADH une certaine action vasoconstrictrice. Des récepteurs V2 sont situés sur la membrane basolatérale des cellules principales du canal collecteur rénal des mammifères. La membrane basolatérale est la membrane qui est tournée du côté sanguin. L'ADH, représenté ici en bleu, va se fixer d'abord sur son récepteur V2 situé sur cette membrane basolatérale. Ce récepteur V2 est un récepteur à 7 domaines transmembranaires couplés à une protéine G stimulatrice dont la sous-unité alpha, donc G-alpha-S, va activer l'adénylate cyclase qui est présente aussi sur cette membrane basolatérale. L'adénylate cyclase est une enzyme qui catalyse la conversion de l'ATP en AMP cyclique ou AMPC, ce qui va conduire à une augmentation de la teneur en AMP cyclique dans la cellule principale. L'AMP cyclique est donc ici le second messager intracellulaire de l'ADH, l'ADH étant le premier messager, mais ce premier messager est lui extracellulaire. Dans le cytoplasme, l'AMP cyclique va à son tour activer la protéine kinase A ou PKA, ce qui va conduire, après des réactions de phosphorylation, au recrutement d'endosomes à aquaporine 2 sur la membrane apicale de la cellule principale, la membrane apicale étant la membrane qui est tournée vers l'urine. Cette membrane apicale devient alors fortement perméable à l'eau. Notons que l'autre membrane de la cellule principale, c'est-à-dire la membrane basolatérale, est en permanence perméable à l'eau grâce aux aquaporines 3 et 4 qui y sont insérées. Le liquide interstitiel dans lequel baigne le canal collecteur étant plus concentré que l'urine, il s'ensuit un flux net d'eau dirigé de l'urine vers le liquide interstitiel, puis vers le sang, et le canal collecteur réabsorbe ainsi de l'eau. On dit que la réabsorption d'eau qu'effectue le canal collecteur est facultative parce qu'elle ne se produit qu'en présence d'ADH, contrairement à la réabsorption d'eau par le tubule contourné proximal
qui est-elle obligatoire. L'ADH est donc une hormone de l'économie de l'eau et lorsque l'osmolarité du plasma est trop élevée ou lorsque la volémie et la pression artérielle sont trop faibles, cet effet de l'ADH sur le canal collecteur participe à ramener ces paramètres sanguins à leur valeur normale. Par contre, en l'absence d'ADH, les aquaporines 2 vont revenir dans la membrane des endosomes, si bien que la membrane apicale va redevenir imperméable à l'eau et le canal collecteur ne sera alors plus perméable à l'eau et ne pourra plus exercer son effet de réabsorption de l'eau et par conséquent l'urine sera abondante et peu concentrée. Nous venons d'exposer les effets rapides de l'ADH sur les cellules principales du canal collecteur, mais cette hormone exerce également un effet à long terme sur ces cellules, parce que la PKA, qui est activée par l'AMP cyclique, va également stimuler par phosphorylation un facteur de transcription qui est le facteur CREB, et ceci va conduire à activer la transcription du gène de l'aquaporine 2 et donc à activer la synthèse de cette aquaporine 2. Notons que la perte de fonction de certaines aquaporines est responsable de quelques syndromes héréditaires rares. Ainsi, l'absence d'aquaporine 2 va se traduire par un diabète insipide héréditaire, ce qui ne permettra plus au canal collecteur de réabsorber de l'eau efficacement et les sujets atteints auront alors une très forte diurèse et ils vont donc souffrir de déshydratation. Notez qu'il existe aussi une cataracte congénitale qui est due à l'absence d'une autre aquaporine, à l'absence de l'aquaporine 0, qui est une aquaporine dont je vous ai parlé précédemment et qui est normalement présente dans le cristallin. Ce schéma présente les principales aquaporines présentes dans le rein et l'insertion ou non d'aquaporines dans les différentes zones du néphron va expliquer leur perméabilité ou leur imperméabilité à l'eau. Ainsi, les aquaporines 3 et 4 sont présentes en permanence sur les deux membranes des cellules épithéliales du tubule contourné proximal et ces deux aquaporines vont donc conférer à cet épithélium une très importante fonction de réabsorption obligatoire de l'eau. Par contre, ces aquaporines 3 et 4 sont présentes seulement sur la membrane basolatérale des autres cellules du néphron et du canal collecteur, mais pas sur leur membrane apicale. Et la perméabilité de la membrane apicale de ces autres zones du néphron va donc dépendre de la présence ou pas de certaines aquaporines. Ainsi, la branche descendante de l'anse de Henle est très perméable à l'eau parce que l'aquaporine 1 est insérée sur la membrane basolatérale. Par contre, la branche ascendante de l'anse de Henle, dont la membrane basolatérale n'exprime aucune aquaporine, est imperméable à l'eau et cette asymétrie de perméabilité à l'eau des deux branches de l'anse de Henle joue un rôle très important dans la concentration du liquide interstitiel de la médula rénale profonde. Notons que certaines aquaporines sont constitutivement actives, mais d'autres sont soumises à une régulation physiologique, comme c'est le cas de l'aquaporine 2 dans le canal collecteur, puisque cette aquaporine 2 se trouve insérée dans la membrane apicale seulement en présence d'ADH, alors que sans ADH, l'aquaporine 2 est absente de la membrane apicale. Les flux d'eau traversant certaines aquaporines peuvent donc être soumis à des régulations physiologiques qui vont jouer un rôle essentiel dans l'équilibre hydrique de notre organisme. Ainsi s'achève cette 13e vidéo qui était consacrée aux aquaporines.
Je vous remercie de l'intérêt que vous manifestez pour ces vidéos et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo dans laquelle nous nous intéresserons à l'architecture dynamique des membranes cellulaires.